En regardant la carte du continent américain, un détail attire immédiatement l'attention. Une étroite bande de terre qui relie l'Amérique du Sud au reste du continent. C'est l'isthme de Panama. Beaucoup de gens pensent que, dans le passé, cet isthme était bien plus large, et qu'au fil de millions d'années, il s'est progressivement rétréci. Pourtant, cette idée est incorrecte. En réalité, il y a environ 150 à 120 millions d'années, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord étaient totalement séparées. L'isthme de Panama n'existait même pas encore. Alors, une double question se pose. Qu'est-ce qui a permis à ces deux continents de se rejoindre ? Et pourquoi ne se sont-ils jamais séparés depuis ? La réponse à la première question est plutôt simple. La surface de notre planète est formée par plusieurs plaques tectoniques. On en compte 14 principales, en plus de nombreuses plus petites. Ce sont ces plaques qui façonnent la position des continents aujourd'hui. Une position très différente de celle d'il y a 120 millions d'années, quand les Amériques étaient encore isolées. Ce qui a rendu possible leur connexion, c'est le mouvement de la plaque tectonique des Caraïbes. Combiné à l'activité de la plaque de Nazca et à la microplaque de Panama, cette dynamique a provoqué une collision qui a peu à peu donné naissance à l'isthme de Panama. Lorsque cette collision s'est produite, l'impact qui en a résulté a donné naissance à l'isthme. Aujourd'hui, ce processus est bien compris grâce à différents indices géologiques, comme les déformations visibles sur le fond océanique au nord du Panama, ou encore la présence d'une zone aux teintes violacées, composée de roches volcaniques. Ces preuves géologiques confirment que l'isthme est le fruit direct d'une collision entre plaques tectoniques. La formation de l'isthme de Panama a profondément transformé le continent américain. À l'époque où il existait encore une ouverture entre les océans, les courants marins du Pacifique et de l'Atlantique étaient interconnectés, ce qui permettait aux espèces marines de migrer librement d'un océan à l'autre. Mais une fois cette connexion fermée, ces routes migratoires ont été interrompues. Les espèces se sont alors retrouvées isolées dans leur propre océan. C'est l'une des raisons pour lesquelles on observe aujourd'hui tant de différences entre des espèces pourtant très similaires, comme les poissons-anges du Pacifique occidental et ceux que l'on trouve dans la mer des Caraïbes. Un autre changement majeur, causé par cette nouvelle connexion terrestre entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, a été la migration d'espèces terrestres. Les animaux qui vivaient uniquement en Amérique du Nord ont pu se déplacer vers le Sud, et inversement. Ce phénomène biogéographique est connu sous le nom de Grand Échange américain. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici explique comment la connexion entre les continents s'est formée. Mais une autre question reste sans réponse. Pourquoi l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord ne se sont-elles jamais séparées depuis ? Pour le comprendre, il faut observer de plus près le comportement des plaques tectoniques dans cette région. Analyser les plaques autour de l'isthme est essentiel, non seulement pour mieux comprendre le passé géologique de la Terre, mais aussi pour envisager sa configuration future. Les plaques tectoniques sont en mouvement constant, un mouvement provoqué par la chaleur interne de notre planète. Le noyau terrestre produit des températures extrêmement élevées. Cette chaleur intense fait remonter lentement les matériaux du manteau, un peu comme une soupe en ébullition. Ce mouvement, qu'on appelle convection, pousse les plaques tectoniques à se déplacer petit à petit. Et c'est ce déplacement constant qui façonne, au fil des millions d'années, la surface de la Terre. Pour comprendre pourquoi le continent américain reste encore uni aujourd'hui, il est utile de tracer une carte tectonique de la région. La plaque sud-américaine, par exemple, se déplace lentement vers l'ouest. Ce mouvement la fait entrer en collision directe avec la plaque de Nazca, ainsi qu'avec la plaque des Caraïbes. Cette collision permanente ne fait pas que maintenir le lien entre l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, elle renforce aussi la stabilité de l'isthme de Panama, empêchant les masses continentales de se séparer à nouveau. Une preuve visible de cette dynamique tectonique est la formation de la cordillère des Andes. Cette immense chaîne de montagnes est le résultat direct de la collision entre la plaque sud-américaine et la plaque de Nazca. Quant à la plaque des Caraïbes, elle est également très active. L'une des preuves les plus claires de cette activité est la fosse des Antilles, un vaste arc d'îles qui s'est formé à la suite de la collision entre cette plaque et celle qui l'entoure. Comme l'isthme de Panama, se trouve à proximité directe de deux plaques importantes, celle des Caraïbes et celle de Nazca. Tout mouvement tectonique dans cette région peut avoir un impact majeur sur sa stabilité, voire entraîner une possible fragmentation.
D'après les estimations géologiques, il est probable que, dans environ 100 millions d'années, les continents finissent par se séparer à nouveau. Cette projection repose sur un constat simple. La plaque de Nazca continue de se déplacer vers l'est, tandis que la plaque sud-américaine se dirige vers l'ouest. De son côté, la plaque des Caraïbes se déplace elle aussi vers l'est. Ce mouvement de collision multiple crée de fortes tensions dans la région de l'isthme, ce qui laisse penser qu'au fil du temps, cette zone pourrait subir des déformations structurelles importantes et qu'une fracture complète n'est pas à exclure. Cependant, les géologues soulignent que le territoire correspondant à l'actuel Panama présente une certaine stabilité géologique. Autrement dit, comparé à d'autres régions tectoniquement actives, cette zone ne subit pas de mouvements significatifs provoqués par la chaleur du noyau terrestre. Un exemple clair en est la microplaque de Panama, dont l'activité relativement faible contribue à maintenir la stabilité de la région à court et moyen terme. Ainsi, la conclusion logique, c'est que l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord ne se sont pas encore séparées. La formation de l'isthme de Panama, bien qu'extrêmement improbable d'un point de vue géologique, représente un véritable miracle géographique. Cet isthme a été, et reste encore aujourd'hui, l'un des principaux points de connexion entre les deux continents. Cependant, une éventuelle séparation des Amériques ne devrait pas forcément se produire dans cette région précise. Il existe en effet d'autres zones vulnérables, le long du corridor centra-américain et mexicain. Dans ce que l'on appelle l'Amérique isthmique, on trouve également l'isthme de Tehuantepec, une autre bande de terre étroite qui relie les deux grandes masses continentales. Cette région, située dans le sud-est du Mexique, est influencée par l'interaction de trois plaques tectoniques, la plaque de Cocos, la plaque du Pacifique et la plaque nord-américaine. Malgré cette dynamique complexe, l'isthme de Tehuantepec est considéré comme relativement plus stable que d'autres zones, grâce à la façon dont ces plaques interagissent entre elles. De plus, la géographie même des pays de cette région renforce leur stabilité. Au Mexique, par exemple, on trouve l'altiplano mexicain, un vaste plateau situé à environ 2000 mètres d'altitude. Cette structure géologique constitue une base solide, capable d'amortir en partie les effets des mouvements tectoniques dans cette zone. Cette région du Mexique a peu de chances d'être submergée dans le futur ou de provoquer une séparation continentale. Cela s'explique en grande partie par sa largeur considérable, environ 800 km d'un bord à l'autre, et par la présence de hautes chaînes de montagnes qui renforcent sa stabilité géographique. En revanche, plus au sud, la péninsule du Yucatan est bien plus vulnérable face aux changements géologiques et climatiques, principalement en raison de sa faible altitude. Selon les projections actuelles, la fonte progressive des pôles et la montée du niveau de la mer pourraient entraîner une submersion partielle de cette région au cours des 200 prochaines années. Encore plus au sud, sur la côte ouest de l'Amérique centrale, on observe des signes clairs de l'impact provoqué par l'interaction avec la plaque tectonique de Cocos. Cette activité tectonique a donné naissance à d'imposantes chaînes de montagnes dans des pays comme le Guatemala, le Honduras et le Salvador, avec des sommets pouvant atteindre les 4000 mètres d'altitude. Malgré leur hauteur, ces reliefs pourraient aussi être affectés, à long terme, par des processus d'érosion, de subsidence ou même de submersion partielle, ce qui pourrait contribuer, un jour, à une fragmentation des continents. En revanche, le Nicaragua se caractérise par une altitude moyenne bien plus basse par rapport au niveau de la mer. Cela en fait une région particulièrement vulnérable aux transformations géologiques et climatiques à grande échelle. Son relief plus plat, combiné à sa proximité avec l'océan, augmente les risques d'inondations, de mouvements tectoniques et de changements morphologiques, autant de facteurs qui pourraient jouer un rôle dans une éventuelle rupture continentale. Ainsi, en observant ensemble les territoires du Nicaragua, du Costa Rica et du Panama, on découvre une zone particulièrement exposée à une possible séparation entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. La distance totale qui couvre ces trois pays est d'environ 10 000 km d'un bout à l'autre, ce qui représente une bande de terre relativement étroite comparée à d'autres régions du continent. C'est d'ailleurs précisément dans cette zone que se rencontrent les plaques tectoniques de Cocos et de Nazca, une convergence qui accentue encore davantage l'instabilité géologique de la région. Il convient de souligner que, bien que l'isthme de Panama ait historiquement constitué le principal point de connexion entre les continents, il ne représente pas la seule voie par laquelle
une éventuelle séparation des masses continentales pourrait survenir. Il existe d'autres scénarios géologiques, tout aussi significatifs, qui pourraient entraîner une future rupture entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. L'une des hypothèses les plus fascinantes envisage l'ouverture d'un nouvel océan comme facteur clé de cette séparation. Ce scénario impliquerait des transformations tectoniques à très grande échelle, avec la formation d'un nouveau bassin océanique qui viendrait rompre la continuité du continent américain. Bien qu'il s'agisse d'une projection à très long terme, cette idée est appuyée par des modèles géodynamiques sur l'évolution de la Terre, et elle reste plausible dans le cadre des changements géologiques que notre planète connaît sur des millions d'années. Certaines recherches indiquent que la plaque de Cocos, située dans le Pacifique, se déplace rapidement vers l'ouest. Ce mouvement pourrait, à terme, conduire à la formation d'un nouvel océan à l'ouest du continent américain. Cette possible ouverture se produirait le long de la cordillère d'Amérique centrale, divisant ainsi la masse continentale en deux parties distinctes. Cette séparation pourrait se produire sur une échelle de temps de plusieurs dizaines de millions d'années, bien au-delà de la durée de vie humaine, mais avec des conséquences profondes sur la géographie, le climat et les écosystèmes de notre planète. Ainsi, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord finiront bel et bien par se séparer. Nous vivons un moment unique dans l'histoire de la Terre, où l'isthme de Panama a donné naissance à un véritable miracle géographique. Il a uni deux continents. Ce qui unit les continents aujourd'hui pourrait les séparer demain. La Terre est en perpétuelle transformation.